Alors bonjour Thomas Matagne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce qu'est Ecov et comment vous travaillez tous ensemble pour créer des lignes de covoiturage dans les collectivités. Donc pour commencer, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Ecov, comment ça s'est construit et faire un petit peu d'historique? Ecov, c'est un opérateur de mobilité nouvelle génération. C'est donc un opérateur, un transporteur, comme il existe des opérateurs qui organisent des lignes de bus, de train ou de métro. Mais sauf que nous, on s'intéresse aux territoires périurbains et ruraux, là où il n'y a pas ou très peu de transport collectif parce que la densité de population est trop faible. C'est hors des centres-villes, les territoires qui posent le plus de problèmes pour permettre aux gens de se déplacer, pour permettre la transition écologique. Or, il existe une richesse très forte dans ces territoires qui est la capacité de transport qui existe dans les voitures individuelles aujourd'hui. Nous, notre job, c'est de comprendre les flux de voitures, de comprendre ce potentiel de transport et de le transformer en transport de haute qualité qui permettent aux gens de se passer temporairement ou définitivement d'une ou de plusieurs voitures dans le ménage. Et donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous, chez Ecov, qui identifiez des territoires propices au développement de ces lignes, ou est-ce que ce sont les collectivités qui font la démarche, ou un peu des deux? Alors le potentiel il est considérable, c'est à peu près partout hors des zones denses. La compréhension de ce potentiel, c'est souvent nous qui faisons l'analyse pour comprendre les flux de voitures. Ça peut être d'autres bureaux d'études éventuellement. Donc on va accompagner les collectivités locales pour faire ce travail-là, seul ou en partenariat avec des bureaux d'études, ça dépend des cas de figure. Puis ensuite, si les collectivités veulent mettre en place un dispositif, s'il y a un potentiel qui est révélé, elles vont pouvoir construire ce projet et éventuellement, en tant qu'opérateur, à ce moment-là, on pourra participer pour construire et déployer les lignes de covoiturage qui vont être ensuite opérées comme des lignes de bus, sauf qu'on s'appuie sur les voitures existantes. Et aujourd'hui, c'est développé dans combien de villes en France? Aujourd'hui, on a une 60aine de lignes dans une 30aine de territoires, à peu près en France. Pas mal en Auvergne-Rhône-Alpes par construction historique, mais on en a un peu partout. Grand Est, on a une ligne sur Rennes, donc en Bretagne, Occitanie, région Sud. Donc c'est assez variable et puis on a des études qui se font un peu partout en France. Et est-ce que tu peux donner un exemple concret pour expliquer vraiment comment ça fonctionne? Alors du point de vue du conducteur, c'est la possibilité de partager son trajet sans aucune contrainte. Je conduis ma voiture comme d'habitude et en plus j'ai la possibilité de partager mon trajet. Ce qui fait qu'on va chercher beaucoup de conducteurs qui ne covoitureraient pas avec des solutions plus classiques ou qui n'en ont pas la possibilité habituellement. Concrètement, je prends ma voiture comme d'habitude, je lance l'application smartphone si je l'utilise. La plupart des conducteurs le font, mais c'est même pas forcément obligatoire. Et donc je dis, ok, je pars pour telle destination, par exemple mon travail, je vais passer par tel point de la ligne que je vais desservir. Je conduis comme d'habitude. Quand je vais arriver au niveau d'un arrêt de covoiturage, s'il y a un passager à ce moment-là, j'ai l'information par mon appli. J'ai l'information aussi par des panneaux lumineux qui sont en bord de voirie, qui permettent de s'adresser à tous les conducteurs qui passent par là. Donc il y a une info sur une demande de covoiturage à ce moment-là. Si c'est une bonne destination pour moi, je m'arrête, j'embarque le passager, je fais mon trajet normalement. Donc c'est vraiment la liberté, plus la possibilité de partager son trajet. Et d'un point de vue du passager, c'est très différent, c'est l'expérience utilisateur comparable à un très bon transport collectif. Je vais à un arrêt de covoiturage sans avoir anticipé là non plus, j'ai pas d'obligation d'avoir réservé quoi que ce soit, et je fais ma demande en temps réel et j'attends en moyenne moins de 4 minutes, donc c'est l'équivalent d'une fréquence de desserte d'un métro, sauf que je suis dans un territoire périurbain et rural, donc je fais ma demande, cette demande est diffusée au conducteur, le premier conducteur qui est pertinent pour ce trajet va s'arrêter, m'embarquer. Évidemment, il y a un système de partage de code qui permet de faire la mise en relation numérique, donc le partage de frais, donc la sécurité, etc. Et en tant que passager, je vais continuer mon trajet sur la ligne comme si j'avais pris un métro. Évidemment, tout ça, c'est opéré, c'est-à-dire que notre job, c'est de comprendre les flux pour être sûr et de les mobiliser, comprendre les flux de conducteurs et d'être sûr qu'il y ait toujours des conducteurs qui passent par là pour emmener des passagers. Donc c'est une compréhension des flux, c'est une analyse statistique en amont, mais aussi en temps réel et un pilotage en temps réel. C'est pour ça qu'on a une assistance en interne qui est en temps réel, qui monitore tout ce qui se passe et qui va accompagner les passagers, qui va permettre
sur les territoires qui sont équipés de garantir aux passagers qui partiront en moins de 20 minutes par exemple. On leur enverra un taxi ou un VTC s'il faut, mais les passagers sont sûrs de partir et de partir sans trop attendre. C'est ça qui leur donne la certitude de pouvoir se déplacer avec ce mode de transport, la fiabilité. Et ça, tout ça, c'est opéré. Donc c'est pas juste la magie de mettre une plateforme et puis les choses se passent naturellement. C'est vraiment un rôle d'opérateur qui va construire les lignes, qui va les faire monter en puissance, qui va les opérer, qui va accompagner les usagers dans le changement d'usage pour faire en sorte que les trajets puissent être partagés. Et j'imagine que selon les territoires où c'est mis en place, vous travaillez différemment. Comment est-ce que vous vous adaptez aux contraintes de chaque territoire? Ouais, alors ça c'est un de nos nombreux apprentissages. Donc on a un certain nombre de succès, on a eu aussi un certain nombre d'échecs, et c'est grâce aux échecs qu'on a pu apprendre. Par exemple, il y a des lignes de covoiturage qu'on qualifie de simplifiées, puisqu'il n'y a pas forcément d'application smartphone. Il y a juste le panneau lumineux connecté, avec des arrêts qui sont bien positionnés aux bons endroits, avec une communication qui va autour, etc. Mais c'est extrêmement simplifié, c'est très proche du stop en fait, même si on ne parle jamais de stop parce que c'est une image un peu négative. Mais le principe général est assez proche du stop, mais on l'a institutionnalisé, structuré. Et typiquement, sur ce type de territoire, quand c'est bien déployé, ça marche très bien, et pourtant il n'y a pas de partage de frais, il n'y a pas d'argent. Les passagers ne payent pas, les conducteurs ne reçoivent pas d'argent. Et ça marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les conditions psychosociales sont telles que les gens ont envie de partager pour rendre service, pour partager pour organiser la transition écologique, parce qu'en fait, c'est absurde de prendre sa voiture et de ne pas partager ses trajets. Et ça, dans certaines conditions, ça marche très bien. Mais si vous appliquez ce type de dispositif dans une autre configuration, plus urbaine, ou sur des trajets plus longs par exemple, là ça va beaucoup moins bien marcher. Et par contre, le numérique, l'information en temps réel, l'accompagnement, le partage de frais vont être des déclencheurs du passage à l'action des conducteurs et des passagers. Et donc nous, notre job, c'est de comprendre les flux physiques, les voitures, qui dépassent largement les frontières des collectivités pour structurer tout le territoire. Mais ça va au-delà de ça. C'est pourquoi les gens participent, pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas, quels sont les déterminants qui font qu'ils peuvent emmener un passager, qui font qu'ils peuvent lâcher leur voiture pour devenir passager. Et ça, c'est beaucoup d'éléments et pas que financiers, loin de là. Les gens ont envie de partage, les gens ont envie de transition écologique, mais il faut leur donner les moyens de le faire. Et dans ton premier exemple, tu dis que si on appelait ça du stop, ça serait négatif. Pourquoi? Ça marcherait moins bien si on disait que c'était de l'autostop? Ouais, en fait, si vous parlez du stop aux gens dans la rue, en micro-trottoir, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a notamment beaucoup de gens, plutôt des générations un peu plus âgées, qui disent « Ah, de mon temps, on faisait beaucoup de stops, c'était très développé, mais maintenant, avec tout ce qui se passe, on ne le fait plus. » J'en prenais un peu quand il y en avait, de toute façon il n'y en a plus d'autostoppeurs. Je l'ai fait, mais je ne le ferai pas pour moi, ni pour mes enfants. J'aurais dit de ne jamais faire d'autostop. Et il y a aussi les histoires de meurtre et de l'arnaque et du vol, tout ça, ça nous influence. J'ai une fille de 21 ans et si elle me dit qu'elle fait du stop à Paris, pas terrible. En fait, on n'en sait rien s'il y avait plus de stops ou pas. C'est possible, mais c'est pas certain parce que comme c'est une pratique informelle, il y a très peu d'études, il n'y en a pas en fait, sur la pratique du stop historique. Mais en tout cas, il y a une représentation du stop comme étant quelque chose de marginal, de négatif, de risqué. Dans les faits, il y a plein de gens qui s'arrêtent en fait. Ils disent c'est risqué, mais en fait ils le font. Des conducteurs qui s'arrêtent pour rendre service, etc. On a même des enquêtes qui nous montrent que il y a les femmes s'arrêtent plus spontanément parce qu'elles se disent bon, je vois cette personne au bord de la route. Moi, je considère que c'est incertain. Je préfère m'arrêter moi que avoir un cinglé qui s'arrête derrière. Donc l'insécurité peut même être facteur de déclenchement de participation. Mais c'est un univers qui est négatif et qui reste assez marginal. Alors que si on le construit, qu'on l'institutionnalise, si on organise le fait que les gens peuvent se rencontrer à un endroit donné, que c'est sécurisé d'un point de vue sécurité routière, qu'on met des éléments de sécurité puisque les gens sont inscrits, puisqu'il y a de la communication institutionnelle, puisque tout ça est dans un environnement construit, les principes un peu fondamentaux qui sont se rencontrer au dernier moment, pouvoir partager un trajet, changent radicalement. Et nous, notre métier, c'est de permettre aux gens de faire ça. Et dans nos études, on a la preuve que énormément de gens qui ne feraient pas de stop en tant que conducteur ou de passager basculent en tant que conducteur ou passager dans une pratique, dans ces territoires, parce qu'on a tout organisé pour que ce soit simple, mais aussi fiable et aussi perçu comme sécurisant, moderne, positif, etc. Et est-ce qu'il y a des typologies de territoires où c'est complètement impossible de développer ce genre de solution? Des milieux trop denses ou trop ruraux, par exemple, ou est-ce que ça peut se dupliquer partout?
Alors les milieux trop denses, très denses, n'ont pas besoin de covoiturage. Les alternatives, les transports collectifs sont beaucoup plus performants, le vélo va être plus performant, les trajets assez courts. Dans les zones très denses ou les trajets courts, la voiture n'a pas sa place. Et donc il faut faire reculer l'autosolisme par d'autres moyens. Pour ces territoires, on sait quoi faire et c'est pas nécessaire. À l'inverse du spectre territorial, dans les zones très peu denses, on peut aller très loin avec des lignes de covoiturage. Mais bon, au milieu de la nuit, possible que non, ça fonctionne pas. C'est même sûr que ça fonctionne pas parce qu'il nous faut un minimum de flux. Mais le flux qui nous est nécessaire pour que ça fonctionne est en fait très très bas. La question, c'est pas tant une question de volume de flux dans un territoire donné ou de densité dans un territoire donné, parce que ce qui compte, c'est le flux de liaison de points. C'est plutôt une question de flux fois le taux de participation. Le flux en valeur absolue est considérable, mais il nous faut suffisamment de gens qui participent pour que ça marche. Et dans des zones à très faible densité, mais où la solidarité est vraiment très forte dans ce territoire-là, eh bien dans ce cas-là, on a un taux de participation qui peut être très élevé. On a une voiture sur 3, une voiture sur 2 ou plus qui s'arrête. Vraiment, quasiment tout le monde participe. Et dans ce cas-là, on arrive à faire une mise en relation en temps réel de très haute qualité, alors qu'on est vraiment dans un territoire très peu dense. Donc les conditions pour que ça fonctionne, c'est le flux, le taux d'occupation. Le taux de participation, c'est le flux, le taux de participation. Et ça, ça se construit en fait. Ça, c'est indépendant des individus. C'est où est-ce qu'on a positionné les arrêts, qui passe par là, où est-ce que les gens vont, donc quelles sont les liaisons qu'on organise, comment on a construit un projet de territoire, parce que c'est les gens. Pour nous, c'est un service public, mais un service public nouvelle génération. C'est un service public qui est coproduit par ses usagers. Si les gens participent pas, il n'y a pas de service public. S'ils participent, il y a un service public. Parce que nous, on est payé par la collectivité pour le mettre en place. Donc ça se construit. C'est pas juste on met un panneau et puis basta. C'est une étude, un engagement des gens dans ce territoire, la construction d'une communauté, du marketing, de la com très localisée, très structurée pour que les gens soient embarqués dans le projet. Et s'ils sont embarqués, alors ils participent. S'ils participent, le service fonctionne. S'il fonctionne en termes d'offres, il y a une demande et petit à petit, les choses montent en puissance. Mais donc, c'est un projet structurant qu'il faut construire sur l'ensemble des aspects pour que ce soit viable et que ce soit perçu comme viable et que ce soit perçu comme positif et que ce soit sécurisé, efficace, fiable, etc. Et dans la trentaine d'agglomérations dans laquelle vous avez déployé cette solution, c'est quoi les retours d'expérience? Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre solution? Alors, pendant longtemps, on a eu du mal à faire fonctionner les dispositifs et aujourd'hui, on ne prétend pas arriver à faire fonctionner partout pleinement. Par contre, on a prouvé que ça pouvait fonctionner, que ça fonctionnait dans plein de configurations différentes, qu'on a réussi à le répliquer dans plein de configurations différentes et quand ça fonctionne, ça change la donne. Les témoignages, c'est « moi, je covoiturais pas avant parce que c'était trop contraignant, maintenant je peux et j'aurais du mal à me passer du service ». 8 usagers sur 10 viennent de l'autosolisme. Dans les 2 sur 10 qui ne viennent pas de l'autosolisme, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Eh bien, il y en a 1 sur 10 qui vient des transports collectifs ou du vélo. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, c'est vraiment une complémentarité qui est très positive parce qu'en fait, ils basculent de l'un à l'autre en fonction de la performance du service de transport collectif. Et on a 1 sur 10 qui venait du covoiturage. Dans ce 1 sur 10, on en a un tiers qui venait du covoiturage de plateforme et 2 tiers qui étaient en covoiturage informel. Donc, ces 2 sur 10 viennent pas de l'autosolisme, mais l'immense majorité des gens qu'on engage viennent de l'autosolisme. Donc, on les fait basculer dans une pratique qui n'était pas accessible pour eux jusqu'à présent. Et la deuxième preuve qu'on arrive à changer la donne profondément, c'est qu'on obtient la démotorisation, c'est-à-dire le fait que les gens revendent l'une des voitures du ménage, par exemple sur le réseau Lane entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, qui est le premier service de covoiturage à haut niveau de service qu'on a déployé avant le Covid. Tous les autres ont été déployés pendant ou après le Covid. Et bien sur ce territoire-là, on a mesuré l'année dernière qu'on a 21% de nos passagers qui disent s'être démotorisés grâce au service, avoir revendu l'une des voitures du ménage ou repoussé l'achat d'une des voitures du ménage grâce au service, et 20% supplémentaires qui l'envisagent. 40% de la population de ce territoire qui, pour un des motifs de déplacement, dit en fait, ma voiture, je n'en ai plus besoin au point de pouvoir m'en séparer
de l'avoir fait ou d'envisager de le faire. Ça, c'est des changements de comportement qui sont très profonds. Lâcher sa voiture au point de ne plus l'avoir dans son garage pour l'utiliser si on en a besoin, c'est vraiment qu'on a une confiance qui est établie dans le service. C'est des chiffres qu'on retrouve plutôt normalement dans les centres-villes, là où on a mis des transports collectifs de très haute qualité. Ça, on arrive à le reproduire dans ces territoires-là. Et c'est des preuves de changements profonds qu'on peut arriver à avoir si on a fait un service de haute qualité. Est-ce qu'il y a une ville en particulier où tu es fier de comment ce dispositif s'est déployé? Est-ce que tu as un exemple à donner? Ouais, alors un des exemples, mais peut-être l'exemple le plus avancé d'une politique de covoiturage globale et cohérente et structurée, même s'il y a encore beaucoup à faire, c'est Grenoble. Sur Grenoble, on a une approche qui est bien pilotée, à la fois sur les deux formes de covoiturage principales qui existent, les lignes de covoiturage d'une part et le covoiturage planifié avec prise de rendez-vous, qui sont des usages différents, des cibles différentes d'usagers. Le covoiturage planifié va pouvoir vraiment répondre à certains besoins, par exemple des zones d'activité, et c'est très bien piloté sur Grenoble là-dessus. Et le covoiturage en ligne va approfondir l'usage sur des liaisons particulières où on va chercher des gens qui ne covoituraient pas. Et tout ça en articulation avec le travail sur les infrastructures, notamment il y a une voie réservée covoiturage qui a été déployée en expérimentation sur ce territoire-là, et en articulation avec les autres modes de transport alternatifs à la voiture. C'est ça qui compte, c'est comment est-ce qu'on construit une politique publique globale et que les opérateurs qui fournissent des solutions concrètes, telles qu'Ecov, sont là pour apporter des briques à la politique publique de manière très efficace pour que du point de vue de l'usager, au final, ce soit plus performant de lâcher sa voiture et de prendre un covoiturage que de continuer à prendre sa voiture tout seul. Donc là, c'est quoi les prochaines étapes pour Ecov? Pour Ecov, on a une ambition de développement très fort partout en France. Donc on a des gros projets qui sont en train d'émerger autour de grandes métropoles, notamment autour de Lyon, mais pas que. Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation pour équiper, par exemple, les métropoles, les pénétrantes des métropoles de lignes à haut niveau de service. Et en particulier, l'objectif, c'est de faire que les lignes de covoiturage express soient en articulation avec les nouveaux services express régionaux métropolitains, les SERM, qui vont arriver en France. Donc il y a les lancements qui a été fait par Emmanuel Macron qui veut lancer les RER métropolitains, et ça a été élargi. Et donc on va structurer dans ces territoires périurbains et ruraux des transports très qualitatifs, cadencés, avec, quand il y a des gros flux, du RER, donc du train, 300 à 800 places qui passent toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Ça va vraiment être très efficace, mais pour des liaisons qui sont assez importantes en nombre de personnes à transporter. Le deuxième moyen, un peu moins capacitaire, qui va permettre de couvrir d'autres territoires, ça va être le car express. Donc du car, pareil, s'arrête à des points clés, qui passe très régulièrement, qui va vite parce qu'il ne cabote pas, il s'arrête pas surtout à tous les endroits. Ça, c'est très efficace aussi, ça va être en fort développement dans les années futures. Et la troisième solution qui va aller irriguer encore plus loin les territoires, c'est les lignes de covoiturage express qui maillent le territoire. RER, ligne de car express, ligne de covoiturage express, c'est le nouveau système multimodal qui va se construire dans les années futures dans la France qui conduit, c'est-à-dire la France qui est dépendante de la voiture individuelle aujourd'hui. Et ça, on va le construire avec toutes les collectivités qui vont porter les SERM de manière globale et cohérente. Et c'est grâce à ces réseaux structurés de haute qualité et bien articulés en termes de fréquence et de capacité de transport que les autres formes de multimodalité vont pouvoir se construire. L'autopartage, le covoiturage planifié, organisé avec rendez-vous au préalable, le vélo aussi en rabattement sur les hubs ou la marche à pied, le véhicule électrique et l'autosolisme qui resteront mais qui seront cantonnés à des besoins qui sont très spécifiques. Ça, ce système multimodal, c'est le futur pour la France qui conduit. Merci beaucoup Thomas pour cet entretien. Merci à vous. Et à bientôt sur le Média Roule.